Maintenant, nous accueillons Marjolaine Matabos, d'Ifremer Brest, qui est, comme je vous le disais ce matin, pays, puisqu'elle est landaise d'origine. Et donc, elle va pouvoir vous parler de ses propres expériences sous les mers. Merci Hugo. Bonjour. Donc bonjour à tous. D'abord, merci à Hugo de m'avoir invité à intervenir aujourd'hui. Merci aussi à toute l'équipe organisatrice pour l'accueil aujourd'hui. Je m'appelle Marjolaine Matabos. Effectivement, je suis originaire des Landes, à côté de Peyrehorade. Et je travaille depuis 2013 au laboratoire environnement profond d'Ifremer à Brest. Et donc moi, je suis biologiste. Donc je fais de l'écologie marine des grands fonds. Et plus particulièrement, effectivement, je travaille sur les sources hydrothermales. Ceci dit, aujourd'hui, je voulais faire un petit peu un tour d'horizon des écosystèmes et de la biodiversité qu'on trouve dans les grands fonds. Donc il y a des choses qui vont se recouper un peu avec ce que Olivier a dit, mais bon, du coup, il m'aura avancé sur certains points et je pourrais insister plus sur la vie des grands fonds. Donc on a beaucoup parlé de l'importance des grands fonds, mais du coup, celle-là, on ne l'a pas encore vue. Donc ça, c'est une image du globe prise dans certains sens, qu'on se rend compte qu'on ne voit plus du tout de continent. Donc on a entendu le chiffre déjà dans la matinée, c'est plus de 70% de la surface de la planète, les océans. Hugo l'a dit, on n'habite que sur 25%, avec des déserts et tous les endroits inhabitables. 75% de la surface de la planète. On a entendu aussi, c'est plus profond que la montagne la plus haute. On est sur 90% du volume habitable de la planète. Donc le milieu le plus vaste qui est sur la Terre. Et pourtant, dans l'imaginaire, la tête des gens, quand on pense à l'océan, voilà ce qu'on a en tête. On a la plage, la surface qu'on voit, mais pourtant, c'est juste vraiment une minorité de ce qu'est l'océan. En fait, l'océan, ensuite, on descend à 11 000 mètres. Donc, je vais passer sur les grands chiffres parce que Olivier les a donnés. Donc, on retrouve donc les grands fonds, c'est la majorité des océans. Donc là, on est en termes de surface, on est à 66%. Effectivement, la limite de ce qu'on appelle les grands fonds est très discutée. Il y a eu un papier récemment où il propose d'arrêter de donner une valeur de 200, 2000, mais qui est plus liée, en fait, qu'effectivement, la limite, c'est la photosynthèse, parce qu'au-delà d'une certaine profondeur, il n'y a plus assez de lumière pour que les algues fassent la photosynthèse. Donc, on n'a plus de production de nourriture. Et donc, la majorité des fonds, en fait, ils vont dépendre de tout ce qui sédimente depuis la surface. Et tout ce qui sédimente depuis la surface, en fait, plus ça descend, ça va être reminéralisé, ça va être consommé par les organismes. Donc plus on est profond, moins il y a de nourriture. Et donc aujourd'hui, il y a cette définition un peu mouvante des profondeurs qui ressort. Et effectivement, Théodore Monod, les grands fonds, il a dit, c'est surtout qu'il fait froid, il fait noir, il fait profond et il fait fin. Donc il y a pas mal de dessins. Dans ma carrière, j'ai la chance de travailler avec beaucoup d'artistes. Donc de plus en plus dans mes présentations, j'utilise les dessins que produisent tous ces artistes. Donc Gaël Almeras qui a fait une très bonne BD que je vous conseille, qui s'appelle Le Super Week-end de l'Océan et que j'ai eu la chance d'accompagner. Donc un océan à découvrir. On n'est pas beaucoup à travailler en biologie dans les environnements profonds. Pourtant, effectivement, il y a du travail. Donc on l'a dit, 70%, c'est la version, parce qu'avec le programme dont a parlé Olivier, on va de plus en plus vite sur la cartographie. Mais la cartographie détaillée des océans, effectivement, on n'est pas encore à 30% aujourd'hui. Il y a 239 000 espèces marines décrites. Il y a eu un gros programme de recensement de la biodiversité marine en 2010. Donc ça a duré 10 ans. Et suite à ce rapport, on a estimé qu'il y avait entre 1 à 10 millions d'espèces à découvrir et à décrire. Donc autant dire qu'on ne connaît pas grand-chose. Moins d'1% observé ou échantillonné, effectivement. Le chiffre était plus impressionnant avec Olivier. Bon, tout ça pour dire effectivement qu'on ne connaît rien.
Pour échantillonner ou pour voir ce qui se passe au fond, il faut descendre une caméra ou il faut descendre en sous-marin. En sous-marin, on va maximum 1 mètre par seconde, donc on n'a pas le temps d'aller voir grand-chose. Donc effectivement, beaucoup de choses à découvrir. Et effectivement, une grande variété de paysages et d'écosystèmes. Donc on a longtemps imaginé les grands fonds comme un désert, mais comme sur Terre, on va avoir des prairies, des forêts, des lacs. On a vraiment toute une gamme de paysages qu'on va retrouver dans les grands fonds. Donc on a entendu parler ce matin du plateau continental qui effectivement souvent va être incisé par des canyons qui vont faire ce trait d'union entre la terre et la mer, comme ça a été très bien expliqué ce matin. La plaine abyssale, donc la plaine abyssale, ça reste l'environnement quand même le plus important des grands fonds, à peu près 80% des grands fonds. On va avoir toute une chaîne de montagnes qu'on appelle les dorsales océaniques. Donc c'est une chaîne de montagnes de 60 000 km où on va avoir des écosystèmes très particuliers, donc les sources hydrothermales qu'on voit ici. Et je vais y revenir dessus. Donc ces sources hydrothermales, en fait, au niveau des dorsales, c'est là où on va avoir l'écartement de 2 plaques. Donc on va avoir une croûte océanique très fine et l'eau de mer va s'infiltrer donc dans les fissures qui sont créées au niveau de cette zone. Et durant son voyage dans la croûte terrestre, elle va se réchauffer au contact de la chambre magmatique qui est pas très profonde dans ces zones. Elle va être transformée, perdre tout son oxygène et puis au passage dans la roche, en fait, elle va lessiver la roche du manteau et c'est comme ça qu'elle va se charger en métaux, donc ces fameux métaux d'intérêt aujourd'hui qu'on va retrouver dans les cheminées qui sont créées quand le fluide va ressortir. Et dans les plaines abyssales, on a effectivement donc, certaines zones où on va avoir la formation de ces petits cailloux, les nodules polymétalliques. Et un peu partout au fond de l'océan aussi, on a, comme les plaques, elles bougent, il y a des points chauds qui bougent. On a des volcans sous-marins. Ici, c'est un exemple sur un volcan sous-marin dans le Pacifique sud-ouest. Il y en a des milliers et des milliers, et chaque volcan sous-marin a sa propre biodiversité. Et il y en a énormément à découvrir et à décrire. Et le dernier écosystème ici, mais je vais repasser dessus. Donc là, on est sur les suintements froids. Donc c'est c'est des sorties de fluide mais froides, donc de méthane, dont on a entendu parler aussi ce matin, qu'on va trouver plutôt là le long des marges continentales. Donc quand on arrive dans les grands fonds, généralement c'est ça qu'on voit parce qu'il fait noir. Et donc heureusement, avec le temps, on a développé des technologies et puis on a réussi à allumer les lumières sur les abysses. Et on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des formes de vie incroyables, une très grande biodiversité et très variée qui est associée à ces différents écosystèmes. Donc ici, on a un exemple de coraux d'eau froide dont on a vu plein de belles images ce matin. Donc comme j'ai dit, la plaine abyssale, alors là on est à 2500 mètres dans le Pacifique Nord. Donc c'est la zone la plus importante des grands fonds. Il n'y a pas énormément, il n'y a pas une très très grande biomasse. C'est pour ça que ça a un petit peu ce côté désertique. Et ça, c'est vraiment lié au fait que la nourriture qu'ils vont avoir est vraiment celle qui tombe de la surface. Donc très peu de nourriture arrivée à ces profondeurs-là. Par contre, on va avoir une très très forte biodiversité, énormément d'organismes qui vivent dans le sédiment. Là, vous voyez, il y a des ophiures ici, il y a des ophiures, il y a énormément de petites espèces. Là, on a une holothurie. Donc une très très grande diversité avec peu de biomasse. Et dans certaines plaines abyssales, donc, on a ces nodules polymétalliques dont Olivier a parlé. Ici, on a une holothurie. Elle a comme une aile, en fait, et quand le sous-marin arrive, elle s'en sert pour s'échapper et remonter dans la colonne d'eau. Ces nodules, ils sont très importants, donc il n'y a pas que Casper, en fait. Ils servent de substrat pour l'installation d'éponges, de tout type d'organismes attachés. Donc dès qu'on enlève les nodules, on enlève la moitié de la communauté animale qui vit dans ces zones-là. Elles dépendent vraiment de ces patates pour se développer. On va trouver aussi des bassins de saumure un peu plus rares. Moi, j'en ai jamais vu, mais donc c'est des zones comme des lacs profonds avec des eaux très denses et très salées, et donc très peu de vie. Ici, on a les coraux profonds. Donc là, on est à 1550 mètres. On est au niveau du canyon de l'Ampol. Cette fois-ci, on n'en a pas parlé. Celui-là est au large de la Bretagne. Donc, c'est des collègues au laboratoire qui travaillent dessus. Ces jardins de coraux, ça a été mentionné ce matin, mais ils ont une importance écologique très importante parce qu'ils servent d'habitat à plein d'autres animaux. Ils vont servir de nursery, donc ils accumulent la nourriture. Beaucoup de jeunes alevins d'espèces de poissons qui vont s'en servir comme nursery.
là, on voit, il y a plein d'espèces qui vont dépendre des coraux pour s'installer et se développer. Donc un rôle écologique très très important dans l'océan. Et ici, on est au niveau des monts sous-marins. Donc ça, c'est l'exemple du Pacifique. Alors les monts sous-marins, c'est des montagnes. Ils vont être associés à une biodiversité très importante parce qu'un peu comme dans les canyons où on va avoir le développement de ces coraux, on a beaucoup parlé des courants de turbidité. Les canyons vont favoriser un hydrodynamisme un peu plus intense au niveau des canyons qui vont permettre le transport des particules depuis la terre et c'est ce qui va permettre aux coraux de se nourrir en fait. Donc vraiment une accumulation de nourriture. Et au niveau des monts sous-marins, on va trouver un peu le même phénomène. Donc, avec leur topographie, les courants il va y avoir plus de turbulences et les courants vont être accélérés. Et donc, ça va ramener un peu plus de nourriture et permettre le développement de tous ces jardins de coraux d'eau froide et d'éponges. Et encore une fois, avec leur rôle écologique, il y a beaucoup d'autres espèces qui vont venir s'installer parce qu'il y a de la nourriture, parce que ça sert de nurserie, parce que ça permet de se protéger des prédateurs. Et c'est aussi une zone où il va y avoir plus de proies, donc qui soutient vraiment une forte biodiversité. Alors les sources hydrothermales, donc Olivier en a parlé un petit peu. Donc moi c'est mon écosystème de prédilection, c'est celui sur lequel je travaille. Donc, comme je vous expliquais, l'eau de mer, quand elle va voyager dans la croûte terrestre, elle va donc se transformer pour sortir sous forme de fluide. Donc, des fluides purs. Quand le fluide pur sort, il peut sortir à des températures de plus de 300 degrés. Alors, on les appelle des fumeurs noirs, mais ce n'est pas de la fumée, hein, ça reste du liquide, c'est réellement un fluide. Ils sont totalement anoxiques. Très chaud, très chargé en métaux, en radioactivité naturelle et en éléments réduits comme le sulfure qui est un poison pour le vivant. Et pourtant, vous voyez ici qu'on a des abondances de vie incroyables, donc des vraies oasis de vie au fond des océans. Et donc ils ont été découverts en 1977 sur la dorsale des Galapagos par des géologues. Je vais revenir ici. En fait, il faut savoir que ces zones, elles ont un rôle très important sur l'océan global, qu'on ne connaît pas bien aujourd'hui, mais on va avoir un transfert de chaleur très important depuis la croûte océanique vers l'océan. Et donc, on sait que l'océan régule le climat. C'est aussi, donc, quand ça va, tous les éléments qui ressortent, en fait, vont être transférés vers l'océan global. Donc, ils vont avoir des rôles importants sur les cycles biogéochimiques, sur le transfert de particules vers l'océan. On va avoir des biomasses plus élevées autour des sources hydrothermales qui sont permises par cet export de particules. Sauf qu'aujourd'hui, l'impact qu'ont ces écosystèmes sur l'océan, on ne le connaît pas très bien. Ça ne représente pas beaucoup de surface, puisqu'ils sont vraiment liés à ce phénomène volcanique et tectonique au niveau des dorsales. Donc, c'est des écosystèmes assez épars, au fond. Et comment on fait pour avoir autant de vie ? Olivier en a parlé un petit peu. En fait, on va avoir donc le système de photosynthèse, hein, qui est le système, la base de la chaîne alimentaire pour la plupart de la vie sur la planète. La photosynthèse, c'est permis grâce aux plantes qui vont utiliser le dioxyde de carbone et de l'eau pour faire les premiers sucres grandir et ils vont être à la base de la chaîne trophique. Donc ici, on a un exemple de désert. Hein. Tout d'un coup, quand on a de l'eau, on a toutes les conditions qu'il faut pour que la photosynthèse se mette en place et on va avoir vraiment une oasis de vie. Ici, au niveau des sources hydrothermales, en fait, on a donc ces éléments réduits dans le fluide, du sulfure, du méthane. Et en fait, il y a des bactéries et des archées, donc des micro-organismes qui vont être capables d'utiliser l'oxydation, donc l'oxygène qu'il y a dans l'eau de mer ambiante et les éléments qu'on trouve dans le fluide, pour faire ce qu'on appelle donc la chimiosynthèse. Et eux, c'est comme ça qu'ils vont se développer, à l'instar des plantes avec la photosynthèse, ils vont grandir et se développer. Et donc au niveau des sources hydrothermales, ce sont les micro-organismes qui vont être à la base du réseau trophique. Donc comme le fluide il sort en continu, on n'a aucune restriction d'apport énergétique. Donc on va tout un ensemble d'animaux, d'espèces qui se sont adaptés et développés à ces systèmes-là. Et on va avoir des densités, on peut avoir des milliers d'organismes par mètre carré. Je vais revenir d'ailleurs, ici on voit, donc ça c'est le ver riftien, on l'a vu sur l'image. On a son cousin ici au niveau du Pacifique Nord. Donc ces organismes, ils vivent en fait en symbiose, beaucoup vivent en symbiose avec ces micro-organismes. Ici, ceux-ci n'ont pas de système digestif.
Ils ont juste une poche dans leur tube, donc c'est des vers qui construisent leur tube. En rouge, c'est leurs branchies. Ils sont rouges parce qu'ils ont une hémoglobine adaptée pour capter l'oxygène dans l'eau de mer. Et en fait, ils vont digérer directement les bactéries. Donc ils n'ont pas de bouche, ils n'ont pas de système digestif, il n'y a pas d'anus. C'est comme si on élevait directement de la salade dans notre intestin. Donc c'est vraiment une symbiose poussée à l'extrême, et ce qui leur permet d'avoir autant de succès au niveau de ces écosystèmes. Et là, un peu comme les coraux d'eau froide, ils vont du coup créer cet habitat qui va permettre à beaucoup d'autres organismes de s'installer. Et toutes les espèces qu'on va trouver dans ces écosystèmes sont, on dit endémiques, donc elles sont vraiment associées à cet écosystème. Donc si on perd les cheminées hydrothermales, on perdra toutes les espèces qui vont avec. Ensuite, les systèmes de suintement froid. Donc après la découverte des sources hydrothermales, l'exploration a avancé, et en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les sources hydrothermales qui étaient basées sur la chimiosynthèse. Donc ces zones au niveau des marges continentales qu'on appelle les suintements froids, où on va avoir du dégagement de méthane et d'hydrocarbures. En fait, donc des micro-organismes ici, pareil, vont être capables d'utiliser ce méthane pour former du sulfure. Et dès qu'on a du sulfure, on va avoir mise en place de chimiosynthèse. Et donc on trouve des organismes, malgré des milliers de kilomètres qui séparent ces écosystèmes, les mêmes, donc des vers, des moules, qui vivent aussi en symbiose avec des micro-organismes dans leurs branchies, qui vont être vraiment adaptés à ces systèmes-là. Et après la découverte de ces systèmes, on s'est rendu compte qu'il y avait les carcasses de baleines, en fait. C'est des oasis de vie aussi, au fond des océans. En fait, une baleine, quand elle meurt, elle tombe au fond. Et plus la baleine est grosse, en fait, plus elle va rester longtemps sur le fond. Et en fait, ça crée vraiment des oasis de vie qui peuvent durer des dizaines d'années, voire plus 50, 60 ans sur le fond. Donc d'abord, elle va attirer tous les carnassiers qui vont venir se nourrir sur la chair. Et après, toute la chair en décomposition va commencer à relâcher du sulfure. Et qui dit sulfure, encore une fois, chimiosynthèse. Donc on va avoir des communautés d'espèces qui vivent dans ces environnements chimiosynthétiques qui vont venir s'installer. Et cette découverte était très intéressante parce que c'est un grand questionnement quand même on a parlé des larves, des crevettes tout à l'heure. Comme c'est des oasis de vie assez espacées au fond des océans, il y a un grand questionnement, comment quand un nouveau site apparaît, les animaux viennent s'installer et viennent coloniser. Comment ça s'est fait dans l'évolution qu'on a eu ces espèces. Et donc là, l'hypothèse est venue que ces carcasses de baleines, donc là c'est une carcasse, mais c'est aussi le cas en fait, de n'importe quel... ça peut être des bois coulés, en tout cas tout support organique qui va tomber au fond de l'océan va permettre de soutenir ces écosystèmes. Et donc c'est une des hypothèses qui aurait permis à ces espèces de coloniser l'océan petit à petit dans l'évolution. C'est grâce à ces apports de matière organique sur les grands fonds. Ces écosystèmes chimiosynthétiques et surtout les sources hydrothermales, donc comme je disais, ils ont un rôle très important. Parce qu'ils vont vraiment, comme c'est des oasis de vie, ils vont vraiment permettre la vie autour, dans la colonne d'eau, mais aussi dans les zones environnantes. Et quand on commence à étudier un petit peu autour des sources hydrothermales, on se rend compte qu'on a quand même une densité de vie plus élevée au niveau des dorsales, directement proches de ces zones. Et en fait, on parle de sphères d'influence. Donc ils ont clairement un rôle très très important dans le transfert de particules, de matière, d'éléments chimiques dans l'océan. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Donc on revient à l'exploitation. On a tellement de données qu'on n'a pas aujourd'hui pour pouvoir prédire l'impact d'une exploitation de ces environnements. Ici, encore un exemple. Voilà, d'anémones, de brisingide, je ne sais plus en français, ces étoiles, comme on dit, de coraux qui se développent sur la dorsale au niveau des zones rocheuses dans les sphères d'influence de ces sources hydrothermales. Donc là, l'idée à retenir vraiment, c'est que les océans profonds sont quand même très diversifiés, donc des écosystèmes qui ne sont pas forcément très représentés, donc on est vraiment face à un milieu très fragile. Et je voulais quand même vous parler aujourd'hui de l'exploration, comment on a découvert tout ça, comment on les étudie, parce que beaucoup à étudier, mais c'est effectivement des environnements pas faciles d'accès, pas facile d'étude. Donc je vais passer un peu vite parce qu'Olivier en a parlé. Donc effectivement, il y avait cette théorie azoïque de Forbes en 1843. Et t'en as pas parlé du coup.
Mais il y a eu une grande expédition à la fin du 19e siècle et ça a été pour nous, biologistes des grands fonds, c'est vraiment notre référence. D'ailleurs, on a créé dans le cadre de la décennie des océans de l'ONU, le grand programme sur les océans qui a démarré il y a quelques années. On a un groupe de biologistes des grands fonds, on s'appelle Challenger 150 parce que c'est 150 ans après cette fameuse mission du Challenger, où ils ont échantillonné jusqu'à 5000 mètres de profondeur. Et là, ils ont vraiment montré qu'on avait de la vie à toutes les profondeurs et jusqu'à 5000 mètres. Donc avec ce groupe, on essaye de rester un peu dans l'héritage de cette grande campagne océanographique qui a été la première. C'était une campagne britannique. Et donc de se regrouper et de faire des listes communes et à nous tous donc, de continuer ce recensement de la vie dans les grands fonds. Et ensuite, effectivement, il y a eu donc, une course aux profondeurs avec le premier bathyscaphe de Beebe et Barton. La fameuse première plongée la plus profonde, donc on en a parlé vite fait un petit peu tout à l'heure, donc c'était dans le Trieste. Donc un Américain et un Suisse, Jacques Picard, ils sont allés donc au plus profond de l'océan, dans la fosse des Mariannes. Et après ça, en fait, on a connu plus un développement de sous-marins justement pour la science. Donc avec le premier sous-marin scientifique habité, donc Alvin aux États-Unis, puis le Nautilus qui est arrivé en France. Ensuite, fin des années 80, on a eu le développement des robots, ce qu'on appelle les ROV, parce que c'est pour Remotely Operated Vehicle. C'est des robots où il n'y a personne dedans. Ils ont un câble électroporteur qui est relié au bateau. Et donc toute la commande se fait depuis le bateau. Et ensuite, de plus en plus, là, le développement technologique va très vite. On a eu ensuite des AUV. Donc eux, c'est des systèmes autonomes. C'est des engins qu'on va programmer et qui vont aller faire leur mission tout seuls. Donc on va les envoyer plusieurs heures au fond. On peut aller faire autre chose pendant ce temps-là. Ou pas, des fois, ça dépend. Et ensuite, on le récupère. Et plus récemment, donc moi je coordonne un observatoire pour l'Union européenne depuis quelques temps. Donc maintenant on a les observatoires grands fonds parce que en fait une campagne c'est bien. Un site en fait on va l'étudier, on va y aller une fois, au mieux on va y aller tous les 2-3 ans. Donc on a une image à un temps T. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les découvertes qu'on a faites, en fait, on n'a aucune idée de la dynamique naturelle de ces écosystèmes. Donc si on les abîme, est-ce qu'ils vont se remettre ou pas? On ne sait pas, on ne connaît pas l'âge des espèces, on ne connaît pas leur cycle de vie, leur taux de croissance. Est-ce que les systèmes évoluent vite? Est-ce qu'ils sont très stables dans le temps? En fait, en allant juste à un temps T, avoir cette photo avec un sous-marin, on n'a aucun accès à toute cette dynamique qui est pourtant essentiel à connaître si on veut prévoir des impacts, mais aussi voir des changements, pour être capable de voir des changements qui sont liés à des facteurs anthropiques, que ce soit la pollution, l'exploitation ou même le changement climatique. Si on n'a pas de connaissance de la dynamique naturelle, on ne pourra pas les détecter. Et donc les observatoires grands fonds, je montrerai un peu après. Donc c'est des stations qu'on met au fond de l'eau, donc ils peuvent être câblés, donc reliés au continent. C'est le cas au Canada, où nous on en a un au large des Açores, sur la dorsale atlantique. Donc c'est 2 stations qui sont posées au fond et qui vont avoir une électronique et des nœuds d'énergie qui permettent de connecter des capteurs, des instruments qui sont déployés au fond et qui vont rester là 1 an. Et donc nous faire des mesures toutes les 15 minutes ou une vidéo tous les jours. Et ça pendant 1 an, et on revient 1 an après chercher les instruments. On fait toute la maintenance à bord et on remet pour 1 an. Alors comment on fait tout ça? On va en mer. On va en mer avec un navire de recherche et un sous-marin. Donc ça peut être le Nautilus, le ROV. Donc ici, c'est le pourquoi pas avec le Nautilus. Et je vais parler un petit peu de ces campagnes en mer parce que je trouve ça important, parce que c'est souvent nous qui parlons, les scientifiques. Mais une campagne en mer, c'est pas que des scientifiques, c'est tout un équipage, c'est des pilotes de sous-marins, c'est une vraie aventure humaine et sans tous ces gens-là, en fait, on ferait rien. Ça met des années à préparer, on dépose un dossier, si elle est acceptée, elle est programmée 2 ans plus tard. Ensuite, il faut la préparer, cette campagne, faire tout le programme, on récupère les données, et après, on met encore 5 ans, 6 ans à valoriser les résultats. Donc, c'est quand même quelque chose on sait pas rien. Donc, le Nautilus. Donc ici, ça, c'est les dessins de Damien, un BDiste que nous avons embarqué en 2022. Et il va sortir un livre illustré sur journal de bord, où il va, sous forme de BD, de dessins, d'histoires... ça va s'appeler journal de bord d'ailleurs, je crois. Carnet de voyage. Je ne sais plus.
Et donc il va raconter un peu toute cette histoire, tout ce qui est une campagne océanographique, l'observatoire, tous les instruments qu'on utilise. Donc ici, on est à bord du Pourquoi pas. Donc ça, c'est le retour du Nautile. Quand le Nautile revient, on met un Zodiac à l'eau avec des plongeurs. Il y a les plongeurs qui vont à l'eau, qui doivent crocheter le Nautile. Ensuite, il revient à bord. Et sur le bateau, c'est tout le monde qui travaille ensemble, les matelots, les gens à la passerelle, les gens aux machines. C'est des grosses opérations quand même. Et je vais vous montrer une vidéo de mise à l'eau, si ça marche. Donc le pourquoi pas, on est 70 à bord à peu près. Moitié de scientifiques et moitié équipage. Donc pour dire l'importance de l'équipage. Donc le Nautile, on part le matin vers 9-10 heures et on revient en fin d'après-midi. À peu près 6 heures au fond. Donc la mise à l'eau du Nautile, c'est vraiment un balai à bord. C'est toutes les VHF, la passerelle qui maîtrise la position, les machines qui gèrent le portique, les matelots à bord pour larguer le Nautile. Il y a des plongeurs dans l'eau, on les voit pas, mais ils sont dans le Zodiac pour aller rejoindre le Nautile après. Donc là, on va voir les plongeurs partir. Voilà. Donc voilà, moi j'avoue, après toutes mes campagnes et toutes les plongées nautiles, je me lasse toujours pas de ce moment-là. Donc ici un départ, donc ça c'est une de mes plongées. Donc effectivement on est dans une sphère, c'est pas très grand, on est 3, un scientifique, un pilote, un copilote. On ne tient pas debout, faut pas être trop large, moi ça va, j'arrive à tourner, mais c'est quand même assez à l'étroit. Et donc là c'est moi, donc on a un hublot, le scientifique, le pilote est à côté et le copilote a son hublot ici. Donc on dirige le pilote pendant toute la plongée, donc c'est lui qui va effectivement donc manipuler les bras, récupérer les échantillons, faire toutes les mesures. Et donc ça, c'est une de mes plongées au niveau des sources hydrothermales. Donc, il est moins impressionnant que le fumeur noir que j'ai montré tout à l'heure, mais donc là, voilà, c'est au niveau d'un écosystème hydrothermal avant qu'on fasse un échantillonnage. Le ROV, donc c'est un peu différent. Donc c'est un robot téléguidé. Donc la mise à l'eau, c'est pareil par le portique arrière comme le Nautile. Mais là, par contre, on va tous travailler dans un container de pilotage où on va avoir pareil, donc 2 pilotes. Donc les pilotes sont ici et puis au fond donc là mes collègues à gauche donc on a les caméras, il y a des sonars, il y a toute l'instrumentation et donc là pareil on va guider pendant toute la plongée les pilotes, leur dire quoi faire. L'avantage avec le ROV c'est qu'on peut rester plus longtemps au fond, c'est un peu moins stressant sur le temps parce que on est à bord, on peut se relayer sur les différentes expérimentations au fond pour que chacun gère son expérimentation. Et enfin, je voulais présenter les observatoires. Donc voilà, moi je coordonne officiellement depuis cette année. Et je travaille dessus depuis plus de 10 ans maintenant. Donc l'observatoire EMSO Açores. Donc c'est un observatoire au large des Açores sur la dorsale médio-atlantique à 1700 mètres de fond. Donc là, ça c'est le. J'ai perdu. Donc ici c'est l'observatoire. Donc on a 2 stations au fond. Une ici qu'on a donc au niveau d'un lac de lave pour les études géophysiques. On en a un autre au niveau au pied d'une cheminée hydrothermale. Donc là, il y a une caméra qui s'appelle Tempo ou Tempo Mini. On en a une dans le Pacifique qui nous permet de filmer les assemblages de faune tous les jours au quotidien. Donc avec ces données, on commence à avoir maintenant une idée on essaye d'avoir des données de croissance, ce qui n'est pas évident. De comprendre un petit peu comment les animaux fonctionnent entre eux, qui mangent qui, c'est quoi leur dynamique. Et en fait, on a eu un résultat très surprenant avec ça, c'est qu'on s'est rendu compte que le rythme le plus important au niveau des sources hydrothermales, où il n'y a pas de lumière, 1700 mètres, c'est la marée. Les moules, en fait, s'ouvrent et se ferment au rythme des marées. Les tubes, les vers tubicoles dans le Pacifique, pareil, ils sortent et ils rentrent au rythme de la marée. Et ça, c'est vraiment un résultat auquel on ne s'attendait pas que ce soit aussi important.
Et on a fait plus d'études, on a montré qu'il y avait vraiment un rythme, même au niveau de l'expression des gènes de ces espèces à la marée. Et là, l'hypothèse, c'est que comme c'est des espèces qui ont des symbiontes pour se nourrir, en fait, avec les marées, on va avoir des réversions de courant au fond. Donc, on a une réversion de courant, le fluide va aller dans un sens ou dans un autre. Donc, les animaux vont être plus ou moins sous l'influence du fluide hydrothermal ou de l'eau de mer. Donc, l'hypothèse serait que, d'un point de vue adaptatif, ils se soient adaptés à ce changement d'influence et d'exposition au fluide, en fait. Donc on a beaucoup d'instruments. La spécialité de ces observatoires, c'est d'être pluridisciplinaire. Alors on est à un point fixe, mais par contre on va travailler géophysiciens, géologues, microbiologistes, physiciens, chimistes, tous ensemble pour avoir des données sur l'environnement. Donc là on suit ce site donc, qui s'appelle Lucky Strike depuis 15 ans maintenant, où on a des données sismiques. Donc on suit la tectonique de la région. Et à côté de ça, on suit toute la chimie des fluides, la faune, comment elle se développe. Donc là, on commence vraiment à avoir une idée de cette dynamique naturelle. Donc toujours en mer. Donc c'est toujours évidemment les matelots qui nous aident à mettre tous ces instruments à l'eau. Ici, on a une des stations qui est débordée par le bord du navire. Voilà, là c'était juste pour vous montrer un peu les images de comment ça se passe en mer. C'est une vraie fourmilière, il n'y a pas de week-end, on travaille 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est vraiment toute une équipe de plein de compétences qui travaillent ensemble pour que la mission soit un succès, tout simplement. Donc ça, c'est les dessins de Damien, juste pour le plaisir, ces dessins sont magnifiques, pour présenter toutes les équipes qu'on a à bord. Donc les marins, les matelots, l'équipe cuisine, très importante, parce qu'il faut bien manger pour qu'on garde le moral. Il y a des électroniciens, les mécaniciens, il y a toute l'équipe machine qui s'occupe des moteurs, de toute la maintenance du bateau, de tout le système d'eau potable. Voilà, c'est une petite ville sur l'eau et il faut vraiment beaucoup de gens pour que ça tourne bien. Ici, un petit tour des scientifiques. Donc, on a plusieurs labos à bord. Et une fois que le sous-marin remonte, c'est pas fini. On a tous les échantillons qui remontent. Donc, en chambre froide, on va trier. On va commencer à décrire les espèces, on va les conserver en fonction de ce qu'on va faire derrière, si on étudie l'ADN, si on va juste faire de la description taxonomique. On a des instruments pour mesurer l'environnement chimique in situ. Donc voilà, toute une équipe qui se met en route. Ici, c'est des petites caméras autonomes qu'on déploie sur le fond. Et donc là, un dessin du labo de microbiologie où ils font de la culture des micro-organismes qu'on ramène tout de suite. Donc voilà pour les campagnes. Et maintenant, pourquoi on fait tout ça? Pourquoi c'est important d'étudier ces océans? De plus en plus, donc là, Olivier a très bien présenté un peu tous les enjeux autour des ressources. Donc déjà, effectivement, les forages de pétrole, on va de plus en plus profond. Je crois qu'on est à plus de 3000 mètres maintenant pour les forages de pétrole. Il y a la pêche profonde, les ressources minérales. Et pourtant, cet océan, il est une source de connaissances pour tout ce qui est santé, biotechnologie. Un exemple, c'est les sources hydrothermales. C'est des organismes qui se sont adaptés à un milieu très particulier, où il y a peu d'oxygène, qui est assez toxique pour les êtres vivants normalement. Donc ils ont des molécules, ils se sont adaptés grâce à des molécules particulières. Donc il y a un collègue à Roscoff en Bretagne qui étudie l'hémoglobine d'un ver pour des applications biomédicales, une hémoglobine qui fonctionne dans des conditions d'hypoxie assez élevées. Il y a des gènes qui codent pour des protéines qui seraient d'intérêt aussi pour nous parce qu'elles se développent dans ces environnements. Le climat, évidemment, c'est l'océan qui régule le climat. Tous les échanges de chaleur entre l'atmosphère et l'océan, tous les courants, les masses d'eau, c'est ce qui fait notre climat. Et quand on sait que les sources hydrothermales, c'est une zone très importante d'échange de chaleur entre le centre de la Terre et l'océan. Voilà, il est important de mieux comprendre cet environnement. Ensuite, source d'oxygène, de carbone. Et puis, alors là, c'est la Terre. Hein, c'est à côté de Brest, à la pointe Saint-Mathieu. Mais les grands fonds, on en a parlé, toutes ces formes un peu qui ressemblent à des aliens, ces sources de création, ces sources pour l'art, c'est important de conserver, de s'inspirer de ces milieux-là. Donc moi aujourd'hui, dans ma recherche autour des sources hydrothermales, évidemment notre grand enjeu c'est les ressources minérales. Hein. Donc je ne vais pas revenir sur à quoi elles servent. Hein. Olivier l'a très bien présenté. Donc nous, aujourd'hui, on est de plus en plus amenés à travailler avec l'Autorité internationale des fonds marins
à développer justement ce fameux code minier que j'ai lu il y a 2 ans et qui est effectivement très contraignant et je pense même impossible à mettre en œuvre puisqu'il requiert de faire du suivi temporel dans le temps pour voir l'évolution. Mais voilà, il faut des observatoires, des bateaux, des sous-marins, des armées de drones. On n'a pas les moyens technologiques aujourd'hui pour mettre en place un tel programme. Et voilà, l'autorité internationale des fonds marins. Et aujourd'hui, donc l'IFREMER, on est aussi on opère les contrats pour le gouvernement français, les contrats d'exploration. Et donc, on en a un sur la dorsale atlantique, pas là où je travaille, mais plus au sud. Et donc, nous, en tant qu'institut de recherche qui gère le contrat, on doit faire toute l'étude de référence, donc évaluer la ressource, la biodiversité et donc l'impact potentiel d'une exploitation. Et là, aujourd'hui, justement, ils ont mis en place, l'AIFM, 3 groupes de travaux sur des différents seuils de lumière, de toxicité de métaux, d'éléments. Et le 3e, c'est le bruit. Voilà, donc on commence à avoir des données intéressantes avec l'observatoire pour répondre à ces problèmes. Sauf que donc, ces ressources, je vous ai montré, il y a des écosystèmes associés. Et tant que ces écosystèmes, on ne les comprend pas, on n'est pas capable de les décrire, de connaître leur dynamique naturelle. On ne sera jamais capable de prévoir un impact potentiel. Donc voilà, la position de la France est très bien. Je reste convaincue qu'il ne faut pas y aller aujourd'hui. Et je vais vous montrer une petite vidéo du coup de cet écosystème. Donc là, c'est des vidéos d'une de nos plongées. Ça, c'est une de nos plongées, donc les campagnes Momarsat, c'est des campagnes que je dirige depuis 5 ans maintenant, qui sont les campagnes dédiées à la maintenance de l'observatoire EMSO Açores, donc les plateformes qu'on a au fond. Donc voilà, ça c'est le site Tour Eiffel, le site emblématique de Lucky Strike. C'est un édifice qui fait 11 mètres de haut. Et cet édifice, on l'étudie depuis des années maintenant. Et ce qu'on a vu, c'est que les populations qu'on a, en fait, elles sont stables, elles n'ont pas bougé depuis que le site a été découvert. Donc quand on parle d'écosystèmes dynamiques, si on les exploite, même s'ils disent pas exploiter ceux qui sont actifs, aujourd'hui les populations n'ont pas bougé en 30 ans. Donc on a fait des expérimentations de recolonisation. Les communautés ne se réinstallent pas au bout de 10 ans. Donc on n'est pas du tout sur des écosystèmes résilients en fait. Donc, ça c'est un site qui s'appelle Capellignos. Très majestueux, très haut aussi, il fait plus de 10 mètres de haut et il doit sa couleur orangée parce que c'est un fluide qui est très chargé en fer. Donc là on voit des crevettes et par contre les moules ne vont pas sur ce site avec du fer. Donc là voilà, c'est des expérimentations qu'on fait au fond. Donc c'est une collègue qui a des sondes de température et donc elle plante des sondes de température dans plein de différents environnements, enfin au niveau des fumeurs, dans le sédiment, dans les fissures, tout ça pour mieux contraindre et mieux comprendre la circulation du fluide dans la croûte. Et nous après les biologistes, on va regarder quelle communauté on trouve en fonction des fluides et donc vraiment essayer de comprendre comment l'écosystème fonctionne, quelles sont les conditions pour qu'un organisme vive à tel endroit et comment le système évolue et comment la faune va répondre. Donc là, on est toujours sur Tour Eiffel. Donc ça, c'est nos expérimentations. Et ça, en plongée, c'est super. Arrivé au fond, on se sent tout petit. Je vais avancer un peu. Et donc là, c'est quand on s'éloigne un petit peu des cheminées actives. Et donc là, on voit, il y a plein de petites éponges, en fait. On ne se rend pas compte, mais il y a plein d'animaux, Cécile, on dit, qui vivent accrochés sur les rochers, qui profitent de toutes les particules qui sont donc émises depuis ces sources. Là, c'est ce qu'on appelle les piscines. C'est le fluide, en fait, qui revient et qui fait un reflet. Et ça fait comme des piscines. Et il y a énormément de crevettes qui viennent...
Ok. Alors, c'est pas tout à fait la même crevette. Il y en a quelques-unes, celles qu'on a vues tout à l'heure, les Rimicaris exoculata, qui sont en symbiose. Et sur ce site, elles sont très très rares. Donc, même ça, les sources hydrothermales sur une même dorsale qui est l'Atlantique Nord, on a des communautés animales très distinctes entre un champ hydrothermal et un autre, séparés de 100 km ou de 500 000 km. Donc, ça, c'est encore Tour Eiffel. Et le blanc, c'est des mattes microbiennes en fait, qui se développent sur les moules. Donc qui se nourrissent du fluide. Donc voilà, nous aujourd'hui, malheureusement, là où on commence à faire de la recherche parce qu'on trouve ces environnements fabuleux, qu'on a envie de comprendre comment fonctionne la nature, on est de plus en plus appelé à travailler pour répondre à ces questionnements de quels seront les impacts potentiels de l'exploitation. Olivier en a parlé un petit peu d'impact direct, indirect. Le direct, c'est une évidence, c'est tout ce qui est destruction de l'habitat, en fait, de ramasser les roches. Donc pas forcément on détruit l'habitat, on détruit les animaux. Mais après, il y a d'autres impacts indirects qui sont quand on commence à remuer le fond, faire ses carrières, il va y avoir une plume qui est créée au moment de l'extraction, qui potentiellement va donc étouffer tous les animaux filtreurs. On ne sait pas à quelle distance elles vont se déposer et jusqu'où vont être leurs impacts. Ça va changer la chimie de l'eau puisque ça va dégager tous les éléments chimiques, donc il y a des questions de toxicité et même de remise, de relargage de carbone qui a été enfoui dans les grands fonds. Et puis l'autre plume, en fait, il y a quand même du traitement qui serait fait potentiellement en mer. Donc une fois que les minerais ils arrivent à bord, il y a un premier traitement. Et tous les rejets de ce premier traitement sur les barges ou les bateaux de surface, ils vont être renvoyés dans l'eau. Sauf que on ne sait pas est-ce qu'ils vont être envoyés à 100 mètres, 200 mètres, 1000 mètres, 2000. Voilà. Il y a énormément aussi de questions autour de, on ne sait pas encore quelle technologie, s'ils y vont, laquelle ils utiliseront. Elle évolue très rapidement. Donc sans la connaissance du fonctionnement de l'écosystème, sans la connaissance de la technologie qui sera utilisée. Et donc là, on parle des abysses, mais il y a un milieu dont on n'a pas parlé, c'est toute la colonne d'eau. Je veux dire, entre le fond à 4000 mètres et la surface, il y a 4 km de colonne d'eau. Et ça, je pense, c'est l'environnement le moins connu de nos océans. Il y a très très peu de gens qui travaillent sur toute la colonne d'eau, en fait. Et puis c'est très difficile à étudier, en fait. On est vraiment sur un grand bleu. Et donc, il y a très 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 peu connu. Sûrement beaucoup de nouvelles espèces qu'on n'a jamais vues. Donc nous, aujourd'hui, effectivement, on travaille autour de toutes ces nouvelles questions. Donc évaluation de la ressource, évaluation de l'écosystème autour de ces écosystèmes de ressources. Et donc l'acquisition de connaissances, aujourd'hui, c'est pour mieux évaluer les impacts, proposer des stratégies de conservation. Donc on espère, effectivement, maintenant, il y a enfin cet accord international donc, qui est la biodiversité au-delà des juridictions nationales, parce qu'il n'y avait rien qui protégeait la colonne d'eau ou même la vie, puisque l'AIFM est seulement responsable de la ressource minérale. Donc on va peut-être commencer à avoir un peu des outils et des moyens d'avancer sur des aires marines protégées en zone internationale. Donc nous on travaille beaucoup notamment avec les observatoires sur l'élaboration de protocoles de suivi d'impact en milieu profond, en haute mer comme ça. Et donc proposer des mesures de compensation. Donc ça, c'est encore autre chose. Pour l'instant, on conseille surtout de ne pas toucher. Et donc, on participe en tant qu'expert à la mise en place de cette régulation. Donc,
J'ai bientôt fini, mais pour dire qu'aujourd'hui, la science, hein, on n'est pas du tout des scientifiques à travailler dans notre coin. On est de plus en plus quand même tourné vers la société. On est amené à travailler avec les différents acteurs du monde économique, politique, industriel. Donc, que ce soit avec l'ONU, les groupes de travail auxquels on participe à l'AIFM, Ifremer, on travaille beaucoup avec les industriels aussi pour l'exploration. Et puis de plus en plus, voilà, aujourd'hui, le grand public venir parler de ce qu'on fait, de la richesse des grands fonds et de leur fragilité. Et donc moi aussi, j'interviens beaucoup dans les écoles. Et je vais vous parler d'un de mes projets d'ailleurs. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans la transdisciplinarité. Vous avez peut-être entendu parler d'un projet qui s'appelle France 2030. Donc c'est le projet Grand Fonds de France 2030, où là, il va y avoir un grand appel d'offres pour développer des projets, où là, on est vraiment amené à travailler justement avec des chercheurs aussi en sciences sociales, des philosophes des sciences, des artistes, pour amener cette science un peu plus loin et lui donner du sens, à partager, et puis y amener des dimensions un peu plus politiques et économiques. Et donc les travaux avec les ONG aussi. Du coup, j'interviens beaucoup dans les écoles parce que donc l'exploration avance. Hein, on a de plus en plus de moyens avec les AUV, les drones, les observatoires sous-marins. Moi, depuis 2010, j'ai accumulé près de 10 000 heures de vidéos. Donc autant dire qu'on n'a pas du tout les moyens, même avec les avancées de l'intelligence artificielle pour la détection automatique des algorithmes automatiques, tant qu'on n'a pas la donnée de référence correcte pour entraîner des algorithmes, c'est difficile. Donc j'ai développé il y a quelques années un projet qui s'appelle Espions des grands fonds. Donc Espions des grands fonds, c'est un projet de sciences participatives en fait, où donc j'avais développé pour inviter tout le monde à contribuer à la notation d'images. Donc c'est deepseaspy.com, hein, vous tomberez sur la page du projet là qu'on voit ici en haut. Donc j'essaye d'expliquer un peu le pourquoi, les sources hydrothermales, la science derrière. Et donc il y a une interface où vous pouvez juste vous connecter, et puis il y a un petit tutoriel pour apprendre les espèces. Alors l'avantage, c'est que ces sources hydrothermales, il n'y a pas beaucoup d'espèces. Donc c'est assez facile de les apprendre rapidement pour les annoter. Et une fois que l'espèce elle est annotée, la donnée est renvoyée au centre de données d'Ifremer à Brest. Et donc on va avoir pour chaque animal la valeur en pixels de là où il est dans l'image, son nom. Et nous, ça nous permet soit d'analyser directement la donnée ou de se servir de cette donnée citoyenne pour justement entraîner les algorithmes pour pouvoir aller plus vite sur le traitement des images. Alors tout le monde me dit, mais si on se trompe, qu'est-ce qui se passe? En fait, ça s'appelle du crowdsourcing, donc c'est vraiment demander à plusieurs personnes d'analyser la même image. Donc on part du principe de vote en fait. Donc l'image va être annotée par 10 personnes différentes. On va partir du principe que 2 personnes ne se trompent pas de la même façon. Donc on met en place des seuils à partir de 7 personnes sur 10 qui ont vu l'organisme. On va se dire qu'il est réellement là. Et en fait, quand j'ai développé le projet, ça m'a beaucoup amusé. Puis j'ai commencé à travailler avec Océanopolis, la cellule de médiation scientifique. Et donc j'ai développé des livrets pour les enfants, donc des livrets qui sont adaptés au programme de l'éducation nationale. Donc il y en a pour les cycles 1, cycle 2, cycle 3, donc de la maternelle à la 6e, où c'est fait sur le programme, mais pour expliquer aux enfants c'est quoi les grands fonds, l'exploration, pourquoi c'est important. J'ai rajouté l'année dernière quelques pages sur les ressources minérales, expliquer ces enjeux-là. Et c'est l'équipe d'éducation d'Océanopolis qui m'a aidé à ce que ça colle au programme de l'académie. Donc voilà, ces livrets sont disponibles en ligne. Moi, j'en ai aussi imprimé. Donc voilà, si vous connaissez des maîtresses, où l'idée c'est que les écoles amènent ça comme projet, voilà, pour la classe sur l'année. Et certaines fois, j'interviens aussi en tant que scientifique. Je viens voir les enfants, on en parle. Donc voilà, L'Espion des grands fonds. Je vous invite à aller voir. C'est ça qu'on demande. Hein, c'est pas très compliqué en fait. Voilà, on voit le crabe, donc on va aller le mesurer. On va aller cliquer sur les crevettes, entourer les moules. Et ici, si vous vous demandez, ça c'est un bouton pour mesurer la température, parce que moi l'idée c'est de voir, donc on voit au cours des années une petite cheminée qui a poussé. Donc c'est vraiment de voir comment l'environnement il change, comment la température évolue et comment les organismes répondent à ces changements. Et donc ça c'est la caméra vue avec le sous-marin, lumière éteinte, qui filme. Voilà, et pour finir, je voulais vraiment insister sur le fait, je voulais mettre quelques images d'animaux des grands fonds. Le crabe yéti, on l'a vu tout à l'heure.
En fait, ces poils, c'est parce qu'il a plein de micro-organismes chimiosynthétiques dedans. Et quand on les voit sur les vidéos, en fait, ils sont autour des fluides et ils balancent tous les bras comme ça. Ils font de l'élevage de micro-organismes pour se nourrir. Et donc voilà, c'est un support pour tous les micro-organismes. Voilà, et ça c'est le poulpe d'Imbo. Ici, vous avez une éponge qui vient du livre de Claire Nouvian d'ailleurs, c'est l'éponge lampadaire. Donc on a tout plein de formes de vie assez hallucinantes dans les grands fonds. Et ça, c'est les espèces des grands fonds vues par notre collègue artiste Damien Roudot. Donc voilà, et chaque campagne d'exploration, c'est surtout ça le message. Dès qu'on plonge sur un nouveau lieu, même si c'est un écosystème qu'on connaît, on ramène toujours des nouvelles espèces. Et même à Lucky Strike, où on va depuis 15 ans, si on commence à regarder les espèces plus petites, on trouve encore des nouvelles espèces. On vient d'en décrire une cette année. Donc il reste encore beaucoup de travail dans les grands fonds. Et voilà, je vais finir juste pour vous montrer la chimère. Il n'y a pas de son. Donc là, on est encore sur le Kistrak. Donc c'est vraiment les pilots lava. Là, on voit, c'est vraiment volcanique comme roche. Et donc ça, c'est la chimère qui est majestueuse. On en voit régulièrement. Alors, elles sont un peu plus importantes en abondance, justement, autour des sources, parce que c'est un peu un buffet avec beaucoup de nourriture. Donc, elles ont tendance à se regrouper au niveau de ces sources hydrothermales. Donc, elles peuvent faire jusqu'à 1 mètre de long. Elles sont assez impressionnantes. Un peu animal préhistorique. Et puis c'est des animaux qui n'ont pas l'habitude de voir les humains, donc c'est chouette quand on arrive au fond avec le sous-marin, ils n'ont pas peur en fait, donc ils s'approchent souvent pour venir voir. Après, je pense que la lumière n'est pas sans impact sur eux. Mais... Mais je ne suis pas sûre que les yeux soient fonctionnels. C'est pareil, ce genre d'espèces, elles ne sont pas étudiées, on connaît très peu de choses. Comment elles se reproduisent, leur durée de vie, leur croissance. Puis la dernière vidéo, c'est notre petit favori. On ne sait pas si c'est toujours le même, on le voit tous les 2 ans. Voilà. On ne l'a pas vu cette année, on espère le croiser l'année prochaine. Donc c'est le... Ah, c'est pour ça. Mais on aimerait bien avoir un moyen de savoir si c'est le même individu qu'on retrouve à chaque fois. Grand pototis, mais... Faudrait, oui. J'imagine avec les tâches comme ça, si on arrive, mais on le filme sous le même angle, ouais. Non, non plus. Non. Non, la biologie des organismes des grands fonds, c'est vraiment l'inconnu, ouais. Mais on ne peut pas les garder en aquarium de toute façon, les espèces comme ça, on croise un individu tous les 2 ans, on ne va pas le prendre en plus. Alors on regarde.
Alors lui, il est assez petit, hein, il fait que 20-30 cm. Ouais. Et on croise des fois des requins assis branchés aussi, ils sont un peu rares et on les voit régulièrement, ouais. Pas tous les ans, mais... Là, on a mis 700 mètres. Voilà. Et il s'en va. Ouais, on essaye de les suivre, mais au bout d'un moment... Voilà, je remercie tous mes collègues et tous les gens qui permettent la recherche d'avancer. Merci encore Hugo pour m'avoir accueilli. Merci à tous.